Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Nessun peso plata. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, le monde de votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Direction l'Afghanistan d'abord ce soir avec un grand ras-le-bol de la guerre. Ça fait presque 40 ans maintenant que le pays vit au rythme, j'allais dire d'un conflit armé. Non, deux conflits armés au pluriel avec les soviétiques, avec les américains. Entre aujourd'hui l'armée afghane et les talibans. Et aujourd'hui ce sont les civils qui n'en peuvent plus et qui commencent à le dire. Oui, plusieurs signes très forts en ont témoigné ces derniers jours. D'abord, cette marche de la paix extrêmement symbolique effectuée par une poignée d'hommes depuis plus d'un mois. C'est inédit. Ils sont étudiants, agriculteurs ou commerçants. Ils viennent du Helmand, une province du sud du pays contrôlée majoritairement par les talibans. Leur mouvement a commencé par un sit-in et une grève de la faim au mois de mars, après un énième attentat qui avait tué 13 civils. Et puis 9 hommes ont décidé de prendre la route à pied direction Kaboul. Sur le mode, on n'a rien à perdre, on peut être tué n'importe où. 700 km sous un soleil de plomb, en plein ramadan, sur des routes, à travers des champs de coquelicots, des espaces désertiques, de village en village, où ils étaient toujours accueillis d'ailleurs, et avec un porte-voix pour demander un cessez-le-feu durable, des négociations de paix entre les talibans et les forces afghanes, et un calendrier de retrait des forces étrangères en Afghanistan. Leur marche a duré 40 jours, le groupe a grossi en chemin, ils étaient 80 ce matin à entrer dans la capitale. Mais il n'y avait pas un cessez-le-feu justement ce week-end en Afghanistan ? Justement, absolument, c'est une première là encore. Depuis l'intervention américaine de 2001, les talibans ont saisi la main tendue par les autorités afghanes en acceptant un arrêt des hostilités de 3 jours pour la fin du ramadan, et ça a suscité beaucoup d'espoir dans le pays, des scènes de joie. On a vu des combattants talibans se prendre en photo avec les forces de sécurité, fraterniser, sillonner les routes avec les deux drapeaux, afghans et talibans, des images inimaginables en temps normal. Un porte-parole du ministère de la Défense a même expliqué que la plupart des 2500 talibans entrés dans Kaboul pendant la trêve ont refusé de retourner au combat. Bon, ça, c'est une information difficile à vérifier, évidemment. Et les combats ont repris depuis ? Voilà, tous ces espoirs ont été douchés. Les talibans ont rejeté les appels à prolonger le cessez-le-feu et les attaques ont repris dans les provinces du sud et de l'est de l'Afghanistan. Mais malgré tout, ces quelques jours ont montré que les Afghans, épuisés par les violences incessantes, sont prêts à saisir la moindre occasion pour trouver un peu de paix. Ils l'ont dit, ils l'ont montré pendant ces 3 jours. Leur seul ennemi commun, c'était l'État islamique, auteur de 2 attentats suicides samedi et dimanche. Voilà, les espoirs de paix donc des Afghans avec cette marche notamment qui s'est achevée ce matin à Kaboul. Et puis on va aller au Japon. Maintenant, le Japon a vécu un nouveau tremblement de terre aujourd'hui, un peu plus de 6 sur l'échelle ouverte de Richter. Le séisme a fait 4 morts et plus de 350 blessés. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. À Tokyo pour Europe 1. Ce qui est frappant, c'est le fatalisme des Japonais face à ces séismes. Ils paraissent s'être habitués à l'idée que le pire est à venir. Oui, parce qu'au large, dans le Pacifique, une plaque tectonique est en train de glisser sous une autre. Un jour, disent les scientifiques, ça entraînera un séisme de magnitude 9, comme à Fukushima en 2011, suivi d'un tsunami de 30 mètres de haut, plus élevé encore que celui d'il y a 7 ans. Tout le sud-ouest du pays sera ravagé, et le bilan sera terrible, selon les estimations. 320 000 morts, 600 000 blessés et 1,5 million de sinistrés. Les experts viennent d'évaluer le montant des dégâts qui seraient causés. 11 trillions d'euros, c'est-à-dire 11 000 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 14 années de produit national brut japonais. La 3e puissance économique mondiale mettrait 20 ans à s'en remettre. Et en attendant, elle deviendrait le pays le plus pauvre de la région. Alors il y a un peu de conditionnel dans ce que vous avez dit, mais il y a surtout beaucoup de futur. On est sûr que ça va se produire ? Les spécialistes estiment qu'il y a 80% de probabilité que ça survienne dans les 30 ans. Mais peut-être ne faudra-t-il pas attendre aussi longtemps. Le risque existe que cette catastrophe ait lieu dans les 20 ans, et même dans les 10 ans selon certains. Ça veut dire que le pays se prépare ? Le problème, c'est que contre une vague géante de ce type, il n'y a pas grand-chose à faire. Des digues de 30 mètres de haut érigées sur des centaines de kilomètres, ça défigurerait le littoral, donc tuerait le tourisme. Quant à des tours à tsunami, où les gens fuyant la vague monteraient se réfugier, si elles sont d'une telle hauteur, il leur faudrait des ascenseurs pour les 28% de Japonais qui sont âgés, mais ils tomberaient en panne en cas de blackout électrique. Ce qui serait plus utile, c'est de renforcer tous les bâtiments qui ne résisteraient pas à un séisme de magnitude 9. C'est le cas de 40% des maisons particulières dans le pays et de 18% des gratte-ciels de Tokyo. Donc sur ce plan-là, tout reste à faire. Et vu la multiplication des tremblements de terre dernièrement, le Japon a intérêt à agir vite. Oui, ça fait froid dans le dos en tout cas. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Merci Bernard. Un dernier mot pour le Brésil. Sophie, une chaîne de télé locale de Sao Paulo vient d'embaucher un consultant foot pas comme les autres. Oui, parce qu'il va donner ses pronostics depuis sa cellule. C'est le président, l'ancien président Lula. Et vous savez qu'il est incarcéré depuis 2 mois pour une affaire de corruption, qu'il nie d'ailleurs. Donc le consultant prisonnier écrit ses impressions, envoie sa chronique à la chaîne qui la lit à l'antenne. Voilà, sa première, c'est aujourd'hui. Sophie Larmoyer. À demain. À demain.